Bonjour à vous deux, bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes tous les deux des inconditionnels, des amoureux véritables de Boris Vian, dont on fêtera donc le 100e anniversaire de la naissance en 2020. Je commence par vous, Nicole Berthold. Vous veillez sur l'œuvre de Boris Vian depuis près de 40 ans. Vous êtes la mandataire et la directrice du patrimoine de Boris Vian. Et vous vivez à Paris, dans l'appartement où Boris Vian a vécu jusqu'à sa mort à 39 ans. C'était en 1959, l'appartement de la cité Véron, dans le 18e arrondissement. On va en reparler. Et puis en face de vous, Mathias Malzieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteur, le chanteur bien sûr du groupe Dionysos, romancier aussi, et surtout avec nous aujourd'hui je dirais en foot Boris Vian. Et pour les 100 ans de sa naissance, vous avez eu tous les deux, je pense, l'idée de sortir un coffret en format poche, coloré et démocratique. C'est le coffret donc avec 3 livres emblématiques de Vian, L'écume des jours, Cantilène en gelée et En avant à la Zizic, le tout pour 19 €. Et puis il y a aussi le livre anniversaire, Boris Vian, 100 ans, c'est aux éditions Heredium. Alors je voudrais d'abord vous demander à tous les deux, nous dire en quelques mots, on va commencer par vous Nicole Berthold, comment Boris Vian est entré dans votre vie et qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Lorsque j'étais dans mon HLM, à l'âge de 15 ans, et que je découvrais un monsieur qui s'appelle Boris Vian et qui écrit L'herbe rouge et l'automne à Pékin, j'ai commencé par là. Ça m'a mis une claque monumentale. Je me suis dit que vraiment, il y avait de possibilité que le monde soit vécu différemment que ce qu'on vivait. Et la chose la plus incroyable qui soit, c'est que quelques années plus tard, ma route a croisé Ursula Vian, sa seconde épouse, que j'ai rencontrée. Et je peux dire que nous ne nous sommes plus jamais quittés. Voilà. Ursula, elle s'appelait Kubler, je crois. Kubler. Elle était suisse d'ailleurs d'origine. Elle était suisse alémanique, zurichoise, et effectivement, elle était danseuse, et effectivement, elle était une femme merveilleuse, étonnante, et qui a tout fait pour que l'œuvre de Boris Vian... Vous continuez à entretenir la flamme de Boris Vian depuis lors. Voilà, depuis lors, comme elle me l'a appris. Mathias, la fameuse Ursula mon ourson de... Je voudrais pas crever. Voilà. Mathias Malzieu, comment il est rentré dans votre vie, Boris Vian ? Il est rentré par une Chloé. Il est rentré par une Chloé qui m'a offert ce livre au moment où je ne jurais que par Nirvana, le tennis et le football, et où je lisais très peu de livres parce que j'étais trop hyperactif et j'avais besoin de courir dans les bois tout le temps ou de me dépenser. Et en fait, ce livre, il a canalisé tout mon imaginaire. C'est-à-dire que je me suis dit, waouh, j'ai eu l'impression de rencontrer un cousin télépathique. Alors Chloé, il faut le dire, hein, c'est l'héroïne de L'écume des jours. C'est l'héroïne non seulement de L'écume des jours, mais c'est aussi un morceau de jazz de Duke Ellington. Et dans le livre, au tout début, en fait, le personnage, Colin, dit à Chloé qu'elle a un air de jazz. Et je me suis toujours dit que du coup, cette Chloé avait un air de jazz, d'un air de la Chloé. Il y a une espèce de mise en abîme comme ça qui s'est mise en route, une boucle amoureuse. Alors l'histoire d'amour s'est arrêtée, mais mon amour pour Vian a continué. Elle m'a passé comme un relais. Et ce livre a été très important parce qu'il m'a non seulement donné envie de lire, beaucoup, de Vian, mais qui m'a ouvert au fait qu'un livre peut être un copain et un ticket d'avion extraordinaire vers son propre imaginaire, mais il m'a aussi donné envie d'écrire. Alors c'est impossible de résumer la vie de Boris Vian. Il a eu une vie très courte, il est mort à 39 ans, c'est absolument incroyable quand on voit tout ce qu'il a fait en si peu de temps. Il a eu 20 métiers différents, il a eu 30 pseudonymes. 69. 69 J'en ai répertorié 69 aujourd'hui. On peut dire que Vian, c'est l'homme libre par excellence. C'est l'homme libre parce qu'il ne s'attribue finalement rien d'autre que la liberté. Ça veut dire que quand il a envie de faire quelque chose, il le fait. Voilà, ça c'est une chose très importante. Raymond Queneau avait d'ailleurs un peu la même logique de vie et tous les deux ils se rencontraient très souvent pour en débattre. Et aussi Boris Vian avait quand même un peu la science infuse. Il avait une bonne mémoire, etc. Il se fichait de pas mal de choses et en même temps il avait la dent dure sur la vie. Il se tenait au courant de tout et en même temps il voulait rien savoir. Il est un peu tout et son contraire. Il est un peu inaccessible en même temps, mais il a quelque chose au bout des doigts, au bout du cœur. C'est une espèce de poésie imaginative qui est sans limite. Qu'est-ce qu'il a au bout des doigts ou au bout du cœur ? Il a la curiosité, il a l'appétit. Pour moi, c'est un explorateur. Je le mets au même niveau que Jack London. Il a fait peut-être un peu moins de voyages, mais il a fait des voyages intérieurs. Il aimait beaucoup d'ailleurs. Il aimait beaucoup Jack London. Ah ça oui, tu me l'avais dit d'ailleurs. Ça m'étonne pas parce qu'en fait, il y a un appétit de découverte, de mise en danger et surtout cette destruction de l'esprit de sérieux qui fait un tel bien. Parce que c'est là que toute l'arborescence du possible s'ouvre. À partir du moment où on peut se moquer de soi-même et rigoler,
on peut être intense, on peut être dans l'émotion, mais on peut ouvrir tout le champ des possibles. Et lui, il était très fort avec ça. Ouais. Et il décloisonnait tout. C'est un déplaceur de montagne systématique. C'est peut-être pour ça qu'il s'est fatigué. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il a vécu 120 ans. Alors, Un pataphysicien. Alors, j'allais en parler de la pataphysique. Qu'est-ce que c'est que cette pataphysique? La science des solutions imaginaires. Si vous mettez la science à gauche et l'imaginaire à droite, normalement, il est impossible que ça se rencontre. Ouais. Sauf que chez les pataphysiciens, c'est exactement ce qu'ils font et ce qu'ils démontrent. Et Vian était pataphysicien. Ah oui, puis alors, il le dit, il était pataphysicien depuis l'enfance. Il était pataphysicien finalement sans le savoir. Et finalement, ça fait du bien d'être pataphysicien. Et vous Moi-même, êtes je le suis. pataphysicienne, oui. Oui, je suis commanderesse exquise de l'ordre de la Grande Gidouille. Alors voilà, Je peux vous dire que ça fait du bien. j'allais vous demander ce que c'est l'ordre de la Grande Gidouille. Vous savez ce que c'est l'ordre de la Grande Gidouille? Oui, je sais ce que c'est. Je suis très honoré de rencontrer une très grande gidouille comme vous. Et ça veut dire quoi la gidouille alors? La gidouille, c'est en fait la spirale infinie que le père Ubu a sur le ventre. D'accord, Et oui, ce je père vois. Ubu, effectivement, cette pièce écrite par Alfred Jarry. D'accord. Alfred Jarry étant le père de la pataphysique. D'accord. Et Alfred Jarry disait la pataphysique et la science. D'accord. Alors, je vous disais, c'est impossible de résumer sa vie parce qu'il était écrivain, on a dit un peu poète, il était musicien, il était auteur, compositeur, interprète, et, je ne sais pas, ingénieur, il a fait des centaines de choses. Comment est-ce possible de remplir sa vie Il ne dormait pas, Boris Vian. Ah ben, il ressemble un petit peu à notre ami à ma gauche, c'est-à-dire qu'on est quand même un peu dans l'hyperactivité, dans un personnage qui ne dort environ que 2, 4, 5 heures par nuit. Oui. C'est pas forcément l'angoisse, c'est un rythme de vie. Il a envie d'exprimer sans arrêt des choses, Boris Vian. Il a beaucoup de choses à dire. Alors, je disais, beaucoup. Mais ça, il faut lire. C'est quand on ouvre un livre de Boris Vian, d'abord on reconnaît le style tout de suite. On sait tout de suite qu'on lit du Vian. Et il a chanté aussi. Et on va écouter une de ses chansons les plus connues, que tout le monde connaît. C'est On n'est pas là pour se faire engueuler. On écoute. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez... Alors Mathias Malzieu, c'est vous le musicien, donc ça swing, ces mots swing comme sa musique. Exactement, c'est le même rapport à l'amusement. En fait, ça peut paraître un truc de la légèreté, mais on dit un musicien sur scène, il joue. Un comédien, il joue. Ouais. Et lui, il jouait avec les mots, avec la musique et avec sa vie. Et au risque, et peut-être même au péril de sa vie, mais il a joué, il a fait un poker amusant tout le temps. Ouais. Et il y a eu cette arborescence incroyable, extrêmement joyeuse et aventureuse tout le long de sa vie. Et pour moi, évidemment, c'est un maître absolu pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il a été. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de frontière pour moi. Dans ce que je ressens, entre ce qu'il était et ce qu'il faisait. Il ne faisait pas exercice poète, exercice chanteur, il était tout ça. Et même, ça, c'est d'une stimulation folle, en fait, pour un artiste. Ou même romancier, par exemple, L'Écume des jours, c'est très poétique. Très. La poésie est dans le roman. Et puis c'est le premier roman musical, on y tient beaucoup. Et en même temps, c'est musical. Ouais. Et puis j'ajouterais quelque chose de très important, qui est en arrière-fond, qui est peut-être un petit peu moins drôle quand même. Boris avait besoin en fait d'être reconnu. Il aurait tellement aimé qu'on le comprenne. Et si le collège de pataphysique a tellement compté pour lui, c'est parce que d'un seul coup, il avait une vraie famille de reconnaissance, alors que pendant toutes les années antérieures, il a pas mal galéré, quoi. On ne le suivait pas, on ne comprenait pas exactement qui il était. En fait, c'est un peu, en lui célébrant ce 100e anniversaire, c'est vous lui rendez une sorte d'hommage, vous réparez une injustice. Oui, et j'ai envie de dire que ce n'est pas nous qui la réparons, c'est les milliers et milliers de personnes, je veux dire, qui viennent à la maison, qui envoient des courriers, des mails, etc., qui disent... Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire qui nous fait du bien. Alors, il habitait, pardon. Puis il a planté tellement de graines, finalement, que peut-être qu'elles ont mis un petit peu du temps à pousser à l'échelle du public et de la reconnaissance. Maintenant, il est temps de regarder cette jungle incroyable et de se promener dedans, peut-être. Ouais. Alors, il habitait dans le 18e, j'ai dans la Cité Véron. On va voir, on voit des images de son appartement. C'est un endroit complètement magique. Voilà, donc vous pouvez les commenter peut-être en même temps. Ah oui, bien sûr. Là, ce sont les collèges, juste les diplômes du collège de pataphysique. Voilà, le temps qui me court tout le temps derrière. Là, ses lunettes quand il faisait de la soudure, par exemple, des boîtes dans dans le salon, tout un tas de choses. Tableaux qu'il a peints, par exemple. Et c'est là qu'il est mort. Bien sûr. Il est mort dans une salle de cinéma. Il est mort à 39 ans d'une crise cardiaque. Voilà, il est mort à 39 ans dans une salle de cinéma, puisqu'il a été convié à voir l'adaptation de J'irai cracher sur vos tombes. Qu'il n'a pas aimé du tout.
qu'il a surtout, oui, pas tellement supporté et il est mort au bout de 10 minutes. Et malheureusement, son corps n'a pas pu être amené à l'appartement. Ça, Ursula a eu beaucoup de peine là-dessus. Et cet appartement, on peut le visiter? Il suffit de vous contacter? Oui, il suffit de m'envoyer une belle lettre ou alors il suffit de s'inscrire sur notre site www.borisvian.org, rubrique centenaire. Et c'est vraiment magique, c'est un endroit hors du temps en fait. Et vous faites la visite? Nicole a fait un travail en fait extraordinaire parce que on n'est pas dans un musée. On a juste l'impression de rentrer dans une machine à remonter le temps. On a l'impression qu'il va rentrer. Ouais, qu'il va rentrer et on a l'impression d'être à l'intérieur de son cœur et de son cerveau et on a un guide passionnant qui nous amène sur les détails. On connaît tout, mais il n'y a rien d'un musée. Il n'y a pas du tout comme ça, de choses un petit peu trop éducatrices. Oui, Comme disait Ursula Vian, cet appartement, c'est le cœur palpitant de Boris. J'ai envie de vous demander, parce qu'il nous reste une minute à chacun. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Boris Vian, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de lire en premier? Les 2 ou 3 livres ou poésie indispensables? Alors, Je voudrais pas crever. Oui. L'herbe rouge. Oui. J'irai cracher sur vos tombes. Voilà. Et vous, Mathias je vais dire forcément L'écume des jours, parce que je me souviens de l'effet que ça m'a fait. Évidemment, c'est le tube, c'est le single, donc ça paraît évident. Mais moi, ça m'a fait cet effet-là. Comme des fois, une grande chanson d'un artiste, après, nous permet de découvrir les autres. Et j'ai quand même l'impression que L'écume des jours, il y a le swing, il y a l'humour, il y a la poésie, il y a la noirceur, il y a la peur du temps qui passe, il y a l'amour, il y a la joie. Et puis vous avez commencé par ça, et puis vous êtes devenu, ça a continué, et ça a grandi en vous. Pour moi, ça a été très important en tout cas, donc si ça peut le faire sur d'autres personnes, je suis sûr que ça l'a fait 25 000 fois. Il nous reste 30 secondes, je vais lire une poésie très courte, une poésie un peu coquine. Je voudrais te renverser où tu sais un pot de confiture de groseille de saison malison, bien rouge et bien mûr, à coups de langue mutin le matin, je prélèverai ma dose et tu prendras en retour mon amour, ta ration de Giraldose. Voilà, c'était donc une poésie de Boris Vian. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis donc, je rappelle donc le livre Boris Vian, 100 ans, le livre anniversaire chez Radium, et cette petite, comment on appelle ça, petite plaquette, ou ce petit coffret avec 3 livres, donc Cantillane Angelé, Aidez-moi, L'écume des jours et En avant la Zizic. Merci beaucoup.